avez compris, l'idée, c'est aussi d'expliquer comment ça va vous impacter si vous faites d'autres spécialités, hein. Et puis, c'est vrai qu'on aime bien appeler ça la radiologie augmentée. Alors, vous allez voir que je suis assez fan de Star Wars, donc j'ai décidé d'agrémenter ce topo avec l'imaginaire Star Wars. Donc, pour les fans d'entre vous, vous allez apprécier. Ceux qui sont moins fans, bah, moins peut-être, mais bon. Donc, je commence toujours le topo en parlant de comment la communauté radiologique a été un petit peu interpellée, c'est le moins qu'on puisse dire, au sujet de l'intelligence artificielle en radiologie. Et c'est pour ça que j'ai mis ce symbole du pauvre Luke Skywalker qui est accroché par une main, parce qu'il est dans une position précaire. Et c'est un petit peu la manière dont on s'est senti en 2016, quand cet homme, si Jeffrey Hinton, a fait une déclaration qui a fait le tour du monde, surtout dans le milieu radiologique, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si on est radiologue, on est comme le petit coyote là, dans le dessin animé, on a dépassé le bord de la falaise, mais on ne s'est pas encore rendu compte qu'on était en train de tomber. Et donc, ils disent, et heureusement ça s'est passé il y a 5 ans, il dit arrêtons de former les radiologues, ce n'est plus la peine, dans 5 ans, les ordinateurs, et en particulier le deep learning ou l'apprentissage profond, fera mieux que les radiologues. Donc on est à 5 ans, je suis heureuse d'annoncer que ce n'est pas le cas, mais vous imaginez qu'à l'époque, on s'est senti vraiment comme, alors là j'ai perdu ma souris, je suis désolée, voilà, comme ce pauvre Obi-Wan Kenobi, un petit peu coupé dans notre élan. Alors, pourquoi est-ce que cet homme qui ne faisait absolument pas d'imagerie médicale, hein, qui ne faisait pas du tout d'IA en santé d'ailleurs, comment est-ce qu'il s'est permis de dire ça? Pourquoi est-ce qu'il a imaginé que ça arriverait? Eh bien, je vais vous amener quelques années avant cette déclaration, en 2012. Dans le monde de ce qu'on appelle la reconnaissance d'images automatique, donc la image recognition en anglais, il y avait ce challenge, enfin il y a eu beaucoup de challenges en ligne qui se faisaient, mais celui-ci est un des plus grands challenges qui s'appelle ImageNet. Et c'est un challenge où on devait développer des algorithmes pour reconnaître tout un tas d'images de la vie de tous les jours. Donc c'est un énorme challenge. Quand j'ai pris ces chiffres, c'était en 2019, je crois, il y avait 14 millions d'images. Et pour vous donner une idée, 120 catégories de chiens, entre autres, quoi, mais c'était le cas de tous les oiseaux, enfin tout ce que vous voulez. Et donc c'est un challenge qui est sur Internet, qui est ouvert à toutes les équipes, dont l'équipe de Jeffrey Hinton. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Eh bien, il s'est passé un ouragan ou un raz-de-marée par l'équipe de Jeffrey Hinton. Pourquoi? Parce que si vous regardez à droite ce graphe, eh bien, vous voyez que jusqu'en 2012, les équipes, même les meilleures équipes, plafonnaient à peu près 75% de performance pour reconnaître toutes ces images. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même qu'il y avait une erreur une fois sur 4. Alors évidemment, ce n'était pas toujours des très grosses erreurs, mais ça pouvait être des très grosses erreurs. Et est arrivée l'équipe de Jeffrey Hinton, et boum, cette année-là, ils ont monté à 85% de performance, donc ils ont mis 10% dans la figure de tout le monde, quoi. Ce qui était énorme, parce qu'on gagnait un petit pourcent à droite à gauche depuis des années, mais pas plus. Et tout d'un coup, il a gagné 10%, et non seulement ça, mais depuis, et grâce au deep learning en particulier, eh bien, cette performance continue à augmenter et au fur et à mesure, on se rapproche de plus en plus de 100%. Donc, 2 choses ont permis de faire ces progrès. On va dire des progrès mathématiques dans le monde des réseaux de neurones et aussi l'utilisation des fameuses GPU qui sont les cartes graphiques qui ont été développées pour les jeux vidéo et qu'ils ont eu l'intelligence d'utiliser parce que sinon on n'était pas capable de faire tourner des calculs aussi complexes. Donc c'est vraiment l'association de ces 2 choses qui ont permis le développement de ces réseaux de neurones dont tout le monde parle. Alors en particulier, ça a permis ça, c'est-à-dire la reconnaissance en temps réel d'images, ce qui se passe dans les voitures autonomes, par exemple. Évidemment, on veut que la voiture soit capable de reconnaître les arbres, les voitures, les panneaux stop. Et il était impossible d'imaginer une voiture autonome quand on se trompait une fois sur 4, alors que quand on se trompe presque plus, eh bien, ça devient envisageable.
Alors, si on découpe comment ces algorithmes fonctionnent, eh bien, ils ont deux fonctions distinctes. La première, c'est une fonction de détection. Et donc, pour rester sur l'image des voitures autonomes, eh bien, sur cette image, on va essayer de savoir s'il y a un panneau en haut ou s'il n'y a pas de panneau. Mais au-delà de la détection, il va y avoir ce qu'on appelle de la classification. Une fois qu'on repère un panneau, eh bien, on va dire ça, c'est un panneau de direction, ça, c'est un panneau stop, par exemple. Ça pourrait être des chiens, ça pourrait être des bébés, ce que vous voulez. Eh bien, justement, qu'est-ce que moi je fais en tant que radiologue en imagerie? Eh bien, sur ces mammographies, je fais de la détection à gauche. Y a-t-il une lésion ou est-ce qu'il n'y a pas de lésion? Et quand je vois une lésion, eh bien, on la caractérise ou on la classifie en bénin versus malin. Et donc, les gens qui faisaient de la reconnaissance d'image se sont dit, bah, finalement, si je suis capable de reconnaître un panneau stop ou un chien, je suis capable de reconnaître un cancer sur une image. Et donc, le problème de l'imagerie médicale va être résolu par ces réseaux de neurones. Alors, au-delà, on va dire une caractéristique supplémentaire qui a donné confiance aux gens qui travaillaient dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle le transfer learning. Ici, je vous montre l'architecture d'un réseau qui a été développé par Google et qui a gagné quelques années plus tard ce fameux ImageNet. Et il était capable, comme vous voyez en bas à droite, de reconnaître des léopards, des bateaux, etc. Eh bien, ce réseau a été utilisé, pour ainsi dire, tel quel, pour reconnaître des images, des photos en fait de peau en dermato. Et ça a été le gros article dont tout le monde a parlé dans la presse scientifique, mais aussi dans la presse générale, pour dire ça y est, nos réseaux de neurones peuvent reconnaître plein d'images, y compris dans le monde de la santé. Et ce réseau de neurones, entraîné sur à peu près 130 000 photos de peau, arrivait à détecter environ 2000 lésions différentes avec une aire sous la courbe, qui est la manière dont on évalue ces algorithmes, de 0,95, supérieur à des dermatologues experts. Et donc, vous voyez, cette force, c'est qu'un réseau qui a été entraîné sur un type d'image peut être appliqué à un autre type d'image et, sous réserve qu'il est réentraîné sur ces nouvelles images, être extrêmement performant d'emblée. Donc tout ça a fait que ça donnait extrêmement confiance aux gens du monde du computer vision qu'ils allaient réussir à résoudre toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés en imagerie médicale et en particulier dans le monde de la cancérologie. Et vraiment, c'était un peu le percutage de plusieurs mondes. Du monde à gauche, je les représente de manière pas très sympathique, des geeks. Donc, ces gens qui sont de ce monde de computer vision, qui peuvent être dans des labos ou dans des entreprises. Et puis le monde de la radiologie. Et là-dessus, c'est surajouté le troisième monde, qui est le monde de la finance, parce que les gens qui investissaient se sont dit, ça y est, c'est bon, on va avoir les moyens de mettre beaucoup d'argent là-dessus, de résoudre plein de problèmes en santé et sûrement de se faire beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment la conjugaison de tout ça qui a fait qu'il y a eu une explosion de l'intérêt du monde de l'IA pour l'imagerie médicale et vice-versa, bien que le monde de l'imagerie médicale était un petit peu méfiant au début, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Voilà. Et donc, petit à petit, on a vu arriver un petit nombre d'abord de publications, parce qu'en 2017, il y en avait 4-5, en 2018, plusieurs dizaines, et maintenant, c'est absolument la folie. Dans les journaux de radio, il y a 30 à 40% des soumissions qui sont en rapport avec l'intelligence artificielle, ce qui devient presque pénible d'ailleurs pour les éditeurs. Voilà, le monde des data challenge s'est aussi translaté dans le monde de l'imagerie médicale. Alors, ils existaient avant le deep learning, mais leur intérêt a explosé depuis le développement du deep learning. Ici, je vous montre quelques data challenge dans le monde de l'imagerie médicale. Vous voyez, par exemple, la détection des nodules pulmonaires ou la segmentation de tumeurs cérébrales. Et puis nous, en France, on organise des data challenges à la Société française de radiologie depuis 2018. La personne qui est responsable de ça, elle est en bas à gauche, c'est Nathalie Lasso, qui est radiologue à l'Institut Gustave Roussy. Et tous les ans, il y a plusieurs thématiques qui sont proposées où se rencontrent les radiologues, les chercheurs et les industriels. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment le contexte. C'est pour vous expliquer pourquoi tout le monde s'est autant intéressé à l'imagerie médicale dans le monde de l'IA et vice-versa. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans le comment ça marche. Alors, ce schéma, vous allez le voir, si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, vous allez le voir sous 15 formes différentes. C'est une petite définition des termes. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est extrêmement vaste en pratique, qui existe depuis les années 50 et qui comprend des choses comme ce qu'on va voir ici, mais aussi la robotique, par exemple. Alors, la définition de l'intelligence artificielle, c'est pareil, il y en a plusieurs, mais enfin, on va dire la définition la plus simple qui date d'Alan Turing, c'est que les machines vont effectuer une tâche qui requiert généralement l'intelligence humaine. Donc, on va différencier ça d'un robot de montage dans l'industrie automobile, par exemple. Au sein de cette intelligence artificielle, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le machine learning, où les machines vont apprendre par expérience. Quand on dit par expérience, on veut dire à partir de données, et acquiert des compétences sans implication humaine. Et là, on va voir ce qu'on veut dire exactement par pas d'implication humaine. Et au sein du machine learning, il y a le deep learning, qui est du machine learning, qui utilise les réseaux de neurones profonds. Et ces réseaux de neurones sont inspirés de manière un petit peu éloignée, mais enfin quand même, des neurones du cerveau humain. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'elles acquièrent des compétences sans implication humaine? Eh bien, ça veut dire que ces algorithmes vont tourner de manière itérative. Oups, excusez-moi, j'ai appuyé sur ma souris. De manière itérative, en affinant à chaque fois l'algorithme jusqu'à ce qu'ils obtiennent le meilleur résultat possible. Alors, il faut juste une dernière définition que sont l'apprentissage supervisé ou les modèles supervisés versus les non supervisés. Dans les modèles non supervisés, eh bien, on donne les données aux modèles et on les laisse découvrir des classes différentes. Alors, chez nous, c'est des images. Chez vous, ça pourrait être des classes de patients qui ont un comportement commun. Le souci, c'est qu'une fois qu'on a séparé, donc là, par exemple, à droite, vous avez une population qui est représentée dans 2 dimensions, mais évidemment, il y en a beaucoup plus quand on utilise du deep learning. Et puis, on peut les séparer en 3 classes. Le souci, c'est qu'ensuite, il va falloir donner une interprétation à ces classes, puisque l'objectif, c'est quand même de faire quelque chose pour le patient. Donc, si on ne sait pas à quoi correspondent ces classes, on ne peut pas proposer des prises en charge différentes, par exemple. Et c'est là où on bute un petit peu pour l'instant dans les non supervisés. C'est que les gens qui font de l'IA sont persuadés que c'est là où on va faire les plus grandes découvertes, parce que clairement, on va découvrir des choses qu'on n'a pas, que le cerveau humain n'a pas encore conceptualisé ou imaginé. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas à transformer ça pour l'instant en quelque chose d'actionnable, parce qu'on a du mal à retrouver l'information sur laquelle on pourrait avoir un effet. Donc en pratique, la plupart du temps, on va faire de l'apprentissage supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, ça demande 2 choses, les données, comme avant, et ce qu'on appelle l'annotation ou l'étiquette. C'est-à-dire qu'on lui donne les données et il y a quelqu'un qui a dit à quoi correspondait la donnée pour qu'il puisse apprendre. Donc, pour rester dans l'univers Star Wars, on va lui donner plein de photos, lui dire tout ça, ce sont des Jedi, plein de photos de Wookiees, lui dire tout ça, ce sont des Wookiees, et petit à petit, il va apprendre à les reconnaître. Donc, quand on développe ces modèles, on a ce qu'on appelle les données d'apprentissage, l'annotation qu'on va lui demander de prédire, et on va lui donner un montage mathématique, on va dire, qui va tourner, essayer de prédire l'annotation, et si ce n'est pas parfait, ce qui est en général le cas, va essayer de le corriger, et va répéter ça, comme je disais, de manière itérative, et c'est en ça qu'ils apprennent tout seuls, jusqu'à ce qu'ils obtiennent sa meilleure performance possible, et à ce moment-là, on fige le modèle. Et une fois qu'on a figé le modèle, l'objectif, c'est ensuite de le proposer. Quand on va avoir de nouvelles données, donc des nouveaux patients qui arrivent, on va utiliser ce modèle et on va voir ce qu'il nous dit et il va nous prédire idéalement la classe de l'image ou du patient. Dans le machine learning dit traditionnel, on va utiliser des caractéristiques qui sont définies par l'homme. Donc, en imagerie, ça va être des choses comme la taille, la répartition des niveaux de gris, la résolution spatiale, etc. Évidemment, on peut rajouter à ça des données cliniques, biologiques, enfin tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'on maîtrise nous-mêmes en tant qu'humains. Donc, on appelle ça du feature engineering. C'est-à-dire qu'on
On design les features nous-mêmes. Ensuite, on va lui proposer un modèle et demander à ce modèle d'optimiser pour prédire les classes voulues, les patients répondeurs versus les patients non répondeurs, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années. En pratique, vous connaissez probablement les CAD en mammographie, qui sont des logiciels qui aident à détecter les cancers sur les mammographies. Et ça existe depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que justement, il y a à peu près 20 ans, il y a eu un énorme truc. D'ailleurs, on peut dire que dans les journaux, on disait est-ce qu'on va remplacer les radiologues avec les CAD. Donc, ce n'est pas tout à fait récent comme débat. Mais c'est vrai que le souci, c'est que les CAD basés sur le machine learning traditionnel plafonnaient un petit peu en termes de performance, exactement comme ce qu'on a vu sur l'ImageNet. Et donc, ils étaient très sensibles, mais peu spécifiques. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu tombés en désuétude. Mais comme je vous disais, ce qui s'est passé dans le monde de l'image classique de tous les jours, eh bien, va se transférer à l'image médicale. Et en utilisant des réseaux de neurones, on remet au goût du jour les CAD et ils deviennent à nouveau pertinents et se pose vraiment la question de la place qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. Donc, parlons de ce fameux apprentissage profond. Ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Alors, en haut, là, à gauche, vous avez un neurone, la représentation d'un neurone humain, et en bas, là, sa représentation mathématique. Le principe, c'est que dans le corps du neurone, il y a une fonction mathématique, que le neurone va recevoir de l'information de tous les neurones qui le précèdent, il va transformer cette information avec des poids en utilisant sa fonction mathématique, et il va lui-même émettre une nouvelle valeur qu'il va transmettre à tous les neurones en aval. D'accord ? Donc, on va se retrouver avec un réseau comme ça, où là, je vous représente quelques neurones, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, en pratique, un réseau de neurones ici avec 2 couches cachées, c'est ça. À gauche, la couche d'entrée, où on va voir ce qu'on fait rentrer dedans. Les couches cachées qui, chaque neurone contient une fonction mathématique. Et puis, à la sortie, les classes que vous allez prédire, bénin versus malin, patient répondeur versus patient non répondeur, patient qui exprime le GFR versus patient qui ne l'exprime pas, etc. Et donc, vous voyez qu'on va se retrouver avec un réseau extrêmement complexe puisque chaque neurone va être connecté au neurone suivant, enfin à l'ensemble des neurones suivants. Et donc, on va se retrouver avec une information qui est traitée un grand nombre de fois, parce que là, je vous présente 2 couches cachées, mais en pratique, c'est des centaines, voire des milliers de couches cachées qui se produisent. Et donc, il va y avoir tout un tas de transformations mathématiques qui fait qu'à la fin, le cerveau humain ne sera plus capable de conceptualiser toutes les étapes mathématiques qui se sont produites. Et c'est en ça qu'on considère que c'est de l'apprentissage profond, qu'on considère que c'est une boîte noire, parce qu'on n'est plus capable de comprendre avec notre cerveau humain ce qui s'est passé du début à la fin. Si on prenait un item et qu'on le suivait, on serait tout à fait capable de le découper. Mais comme ces items sont démultipliés à la fin, on se retrouve avec des millions, voire des centaines de millions de calculs et d'équations, eh bien on est incapable de comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui rentre dans cette couche d'entrée ? Eh bien, quand c'est de l'imagerie, ça peut être un pixel. Ça peut être un pixel chacun, par exemple. Ça peut être la même image, mais qui est traitée de manière différente et rentrée de manière différente dans chaque premier neurone d'entrée. Ou ça peut être des critères, des descripteurs d'imagerie, comme je vous disais, la taille, les niveaux de gris, etc. Et voire de la clinique, de la biologie, etc. D'accord ? Donc, vous voyez qu'en plus, l'avantage supplémentaire, c'est qu'avec un même réseau de neurones, on peut traiter des données extrêmement hétérogènes. Donc, en pratique, on va lui donner ces données. On a créé ce réseau de neurones. On lui a expliqué comment il allait fonctionner pour s'optimiser. Il va voir tout un tas de données, proposer des réponses, bénin versus malin, par exemple. On va comparer la réponse qu'il a trouvée versus la vérité qu'on a annotée, qu'on a étiquetée. Et si il y a une différence, eh bien, il y a ce qu'on appelle la rétropropagation qui dit non, c'est pas parfait, donc il va modifier les pondérations de chacun des neurones pour améliorer le résultat. S'il n'a pas fait mieux, il revient en arrière. S'il a fait mieux, il conserve la modification et comme ça tourne de manière itérative jusqu'à ce que ça
arrive sur le plafond de performance. Alors, si on compare dans le combat de la tradition versus la nouveauté, entre le machine learning traditionnel versus le deep learning, eh bien, il y a quand même des avantages au machine learning traditionnel. D'abord, ça a besoin de beaucoup moins de données, donc en pratique, c'est parfois beaucoup plus facile à mettre en place. C'est économe à la fois financièrement et sur l'aspect computationnel, hein, parce que c'est beaucoup moins complexe, on n'a pas besoin de faire tourner des choses extrêmement puissantes. Et puis surtout, on arrive à interpréter le résultat. Donc c'est vrai que c'est plus facile à rendre actionnable ou à rendre acceptable par la communauté médicale, parce qu'au moins on est capable de l'expliquer. Dans le deep learning, vous avez compris que les performances qu'on va atteindre sont bien supérieures, qu'en plus, ces performances ne plafonnent pas, c'est-à-dire qu'on continue encore aujourd'hui à améliorer ces performances. Bien sûr, plus elles se rapprochent de 100%, moins le gain à chaque fois est important. On n'a pas besoin de designer ces descripteurs puisqu'on laisse le réseau de neurones le faire. Les modèles sont adaptables et transférables. Et puis, il résout des problèmes complexes, même quand les données sont de nature extrêmement variée, même quand elles sont non structurées, même quand elles sont interconnectées. Mais il restera toujours le souci de la boîte noire, du fait qu'on ne maîtrise pas complètement la manière dont il fonctionne, et du coup, on va voir, on ne maîtrise pas non plus complètement la manière dont il se trompe. Alors, on comprend avec tout ça qu'il y a un gros enjeu sur les données. Pour entraîner ces modèles, que ce soit du machine, mais surtout du deep learning, il faut beaucoup de données. Et c'est là où le bas va blesser un petit peu en santé. Alors, juste pour que vous appreniez un peu, enfin, si vous ne les connaissez pas, cette terminologie, quand on entraîne un algorithme, il faut 3 sets de données en fait. Donc en général, on va séparer notre set de données en 3 groupes. On va mettre de côté un groupe qui s'appelle les données test et qui vont rester entièrement aveugles pour l'algorithme jusqu'à la fin de notre processus. Ensuite, avec le reste des données, on va avoir des données d'entraînement et des données de validation qui éventuellement peuvent tourner entre elles. Et c'est celui qui va permettre d'entraîner et de peaufiner, on va dire, l'algorithme. Et ensuite, une fois qu'il est entièrement stabilisé, eh bien, on va le tester sur notre set de données de test, qui est resté externe, pour avoir une vraie évaluation de la performance. Évidemment, avant ces données tests, la performance va être très bonne puisqu'on a demandé à l'algorithme de trouver la meilleure performance possible. Donc, elle va forcément être bonne. Sinon, c'est que vous avez un souci avec votre algorithme. Donc, c'est vraiment au moment des données tests qu'on va savoir quelle est la performance réelle de l'algorithme. Et encore, parce que ces données tests vont probablement pas mal ressembler aux données d'entraînement puisque vous les avez prises souvent à partir de la même population. Donc, dans un monde idéal, ces données tests sont carrément extérieures pour qu'il y ait une diversité. Et dans ce cas-là, on commencera vraiment à se rapprocher de quelque chose qui ressemblera à la performance définitive de l'algorithme. C'est vrai qu'il faut beaucoup de données et en ça, c'est différent du cerveau humain. Et c'est pareil, je montre toujours cette photo d'une girafe. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être entendu les radiologues utiliser ce terme-là. On aime bien utiliser le terme girafe pour désigner une image qui est tellement typique qu'on la reconnaît dès le premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'on tombe dessus un jour dans notre vie et on dit ça, c'est vraiment très typique. Et même si on la voit 15 ans plus tard, on la reconnaît, on dit ça, je sais que c'est exactement ça. Typiquement, une métastase ganglionnaire de carcinoïdes, c'est extrêmement typique à l'imagerie. Et quand on l'a vu une fois, on la reconnaît toute sa vie. Et bien malheureusement, pour les réseaux de neurones, c'est pas comme ça. Ça ne suffira pas de lui montrer une girafe parce que tant que vous lui en avez pas montré des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers, il va pas apprendre ce que c'est qu'une girafe. Alors, juste pour continuer mon clin d'œil, c'est vrai que le cerveau humain est quand même assez fort, parce qu'une fois qu'on a appris à reconnaître un Wookiee, même si on fait des dérivés extrêmement divers, on va dire, on est capable d'extrapoler, c'est-à-dire qu'on va reconnaître des formes un peu inattendues de ce même Wookiee, ce qui va poser des problèmes à notre réseau de neurones s'il n'a pas vu, lui, une diversité de présentation de Wookiee.
Le souci, comme je disais, c'est qu'en santé, on n'a quand même pas tant de données que ça. Parce qu'autant sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'images de fleurs et de bébés et de chats et de tout ce que vous voulez, autant on n'a pas tant que ça à l'échelle des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond. On n'a pas tant de données que ça. En plus, nos populations sont souvent assez inhomogènes. Alors, on appelle ça le moving target, hein, la cible mouvante. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il y a des disparités de prise en charge entre les pays, mais même au sein d'un pays, que les traitements vont rapidement évoluer, ce qui fait que si on s'entraîne pour détecter l'efficacité d'un traitement qui est donné en première ligne aujourd'hui, mais que 2 ans plus tard, il est donné plus qu'en deuxième ligne, eh bien, est-ce que notre modèle de prédiction va encore fonctionner? Et puis, de notre côté, en imagerie, en plus, on a une évolution très rapide de la technique d'imagerie. Donc, est-ce que ce qu'on développe sur des scanners qui ont 5 ans sont applicables aux scanners d'aujourd'hui, voire aux scanners, évidemment, de demain? Donc, ça, dans le monde de l'IA, on appelle ça le dataset shift, et c'est une vraie problématique, évidemment, en particulier en santé. Alors, on n'a pas tant de données que ça, et en plus, il ne faut pas n'importe quelle donnée, il faut des données qui sont annotées. Alors, l'annotation, ça veut dire quoi? Ça veut dire au minimum un diagnostic et parfois même la localisation de l'anomalie. Donc ça, c'est du temps humain, et malheureusement, ce temps-là, on ne l'a pas tant que ça. Donc, on a souvent nos collègues ingénieurs qui nous courent après pour annoter les images. Alors, on est toujours un peu triste parce que nous, radiologues, on a quand même l'impression d'annoter nos images en permanence dans nos PACS, puisqu'on mesure les tumeurs tous les jours, on les flèche, etc. Pour l'instant, ces PACS n'ont pas été conçus pour qu'il y ait un export très simple de toutes ces annotations. Donc, pour l'instant, toutes ces annotations sont, pour ainsi dire, perdues et on est obligé de recommencer en pratique, comme je disais, pour nos collègues ingénieurs et mathématiciens. Alors, j'en rajoute, hein, mais en plus de ça, quand on part des données médicales brutes qui n'ont pas été réannotées, eh bien, on se rend compte, et n'importe qui d'entre nous qui a travaillé de manière rétrospective sur nos dossiers, on se rend compte que nos données sont incomplètes, biaisées, voire de temps en temps fausses. Alors pourquoi est-ce qu'elles peuvent être fausses? Parce que regardez, là j'ai fait un compte rendu c'était l'exploration d'une masse utérine. Je l'ai interprété. Alors, j'ai mis beaucoup d'informations dans mon compte rendu. Donc, accessoirement, on peut aller chercher cette information en utilisant des méthodes de reconnaissance automatique du langage. On va trouver plein de choses dessus. Et puis, à la fin, je vais faire un diagnostic dans mon compte rendu qui est myome utérin. Et pas de chance. Bon, je vous rassure, ça ne m'arrive très peu, mais pas de chance. Ce jour-là, c'était un sarcome. Et donc, l'information qui est dans le dossier, si vraiment on ne se fie qu'à ça, elle est fausse. Ou il va y avoir des informations multiples au sein du même dossier du patient et on ne va pas savoir laquelle est la bonne. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire de l'entraînement de réseaux de neurones avec ce qu'on appelle de la soft annotation, c'est-à-dire de la notation un peu comme on peut, quoi, à partir des dossiers, parce que c'est parfois difficile de retrouver cette vérité absolue. Et là, je montre un exemple un peu caricatural, mais on a tous vécu l'évolution du diagnostic d'un patient au cours de son suivi. On a une première hypothèse, finalement, c'est pas ça, ou alors on la peaufine, etc. Voilà, donc non seulement il faut, si on veut aller chercher l'information dans les dossiers, il faut qu'elle soit présente déjà, parce que parfois on a vu un patient chez nous, mais il est suivi ailleurs et on l'a perdu. Et puis en plus, il faut que l'information soit exacte. Alors, dernière chose, je vous parlais du Wookie et je vous disais, si on vous montre qu'un seul type de Wookie, il ne va pas être capable d'extrapoler à toutes les formes que pourrait prendre le Wookie. C'est vrai pour les pathologies. Et donc, nos données doivent contenir suffisamment de cas de chaque classe. D'accord? Donc, pas une girafe qu'on voit qu'une fois, il faut plein de girafes différentes. Et si on veut différencier les chevaux et les zèbres, il faut plein de zèbres et plein de chevaux. Et il faut bien que chacune de ces classes représente la diversité des classes. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire en pratique? Ça va vouloir dire qu'il faut avoir plein de cas qui représentent toute la diversité de la maladie, à la fois en termes de grade, en termes de présentation, toute la diversité de la normalité.
Et ça, c'est pas du tout trivial parce que l'anatomie normale est probablement encore plus variable que l'anatomie pathologique. Et puis, pour nous en imagerie, toute la diversité de la technique d'imagerie en termes de qualité et en termes de techniques d'acquisition, de machines, etc. Dernier item, et puis là, vous allez vraiment vous dire que franchement, je charge la barque, mais c'est simplement pour montrer que c'est quand même relativement complexe. Il faut en plus que nos données ne soient pas biaisées. Qu'est-ce que ça veut dire par biaisé? Ça veut dire qu'il y a une surreprésentation de certaines classes qui vont, entre guillemets, faire croire à l'algorithme que cette classe, elle est plus importante, elle est majoritaire, ou elle se présente plus d'une certaine manière. Donc, pour être un petit peu caricatural, mais c'est un exemple qui a été présenté dans la société américaine il y a quelques années, une société indienne développe un algorithme de détection de nodules sur la radiographie de thorax. Chez eux, quand ils ont des masses, c'est majoritairement des tuberculoses, beaucoup plus que des cancers, quoique ça pourrait être discuté. Mais en France, si on applique ça, par exemple, Paris 15e où je suis, eh bien, la majorité des masses qu'on découvrira, ce seront plutôt des cancers. Mais quand on appliquera le logiciel, il aura tendance, parce que ces données étaient biaisées, pas pour l'Inde, mais pour la France, oui. Et du coup, il va avoir tendance à surdiagnostiquer la tuberculose par rapport au cancer. Et puis, dernière chose, de temps en temps, malheureusement, ce n'est pas facile d'être 100% sûr de la nature de la vérité. D'accord? Parce que quand on va annoter les données, des fois, on peut être 100% sûr parce qu'on a un examen à NAPAT et qu'on sait que c'est un cancer. De temps en temps, on ne l'est pas. Et ici, à droite, je vous montre l'exemple de données qui sont en open source sur une grande série de radios thoraciques, mais qui ont eu justement cette fameuse soft annotation et qui sont annotées en fonction des comptes rendus des radiologues qui les ont vus au cours du soin. Le souci, c'est que quand on voit une condensation à la radio de thorax, on fait une hypothèse quand on dit ce que c'est une pneumopathie versus une masse, par exemple. Et donc, finalement, ces annotations sont des hypothèses de radiologues. Et si les patients n'ont pas eu de scanner derrière, et bien la vérité, on ne l'a jamais. Et donc, on entraîne des algorithmes avec comme vérité l'avis d'un radiologue, peut-être un interne d'ailleurs entre nous. Parfois, on fait un peu mieux, on prend plusieurs radiologues, plutôt experts, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'algorithme ne pourra faire au mieux qu'aussi bien qu'un radiologue. Et donc, on n'arrive pas tout à fait à toucher ce qu'on aimerait, qui est de faire mieux qu'un cerveau humain, parce que c'est à ce moment-là que l'algorithme sera réellement utile. Alors, pour résoudre ce problème de données, vous savez qu'il y a une grande initiative qui s'appelle le Health Data Hub, qui est une initiative gouvernementale dans le programme d'intelligence artificielle du gouvernement Macron, qui vise à regrouper toutes les données de santé sous forme électronique des patients. Et de notre côté, en imagerie, toute la communauté radiologique s'est regroupée pour fonder ce qu'on appelle Dream Francia, dont l'objectif, c'est de construire une base de données qui serait le pendant en imagerie, on va dire, du Health Data Hub, enfin, évidemment, dans l'esprit de collaboration avec eux, où on pourrait justement avoir beaucoup de données, peut-être pas extrêmement annotées, mais en tout cas beaucoup de données qui profiteraient du fait que la radiologie en France est numérique depuis 20 ans environ. Et donc, on a des millions et millions d'imageries qu'on pourrait exploiter. Donc, on a dit, le gros problème de développement de ces techniques en santé, c'est les données. Mais il y a un deuxième enjeu qui n'est pas du tout résolu aujourd'hui, c'est la confiance en ces algorithmes. Et on ne sait pas très bien comment les valider et contrôler leur qualité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces algorithmes, ils fonctionnent par corrélation. D'accord? Donc, ils vont trouver des caractéristiques dans les images qui sont corrélées à la classe que vous recherchez. D'accord? Et la corrélation, ce n'est pas de la causalité et ça peut donc être perturbé par des facteurs confondants. Donc, typiquement, il y a eu des grands échecs dans le monde de l'imagerie. Alors,
en particulier en dermatologie, où on s'est rendu compte que quand on entraînait des algorithmes et qu'ils étaient très performants pour détecter les lésions malignes, que certains d'entre eux détectaient le fait qu'il y avait une règle à côté de la lésion sur la photo, parce que, et c'est vrai que c'est comme ça que les dermatos prennent en photo les mélanomes, hein. D'autres choses comme des fractures de hanches qui étaient détectées de manière très performante sur les radios, mais en fait, ce qui déclenchait cette hypothèse, c'était le fait qu'il y avait écrit urgent sur la radio ou dans l'intitulé du scanner. Des pneumopathies qui étaient plus fréquemment détectées chez les patients en réa parce que l'algorithme était sensible au fait que c'était pris avec un appareil portable versus un appareil traditionnel. L'insuffisance cardiaque était diagnostiquée finalement parce qu'il y avait des fils de sternotomie, etc., etc. Donc il y a un tas d'exemples. Tout ça, c'est en imagerie, mais ça pourrait être vrai dans d'autres domaines où les algorithmes finalement tombent sur apprennent sur quelque chose de complètement accessoire dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Alors, c'est facile quand il y a un biais qui est évident, parce que finalement, on s'en rend compte, nous, avec notre cerveau humain, on se dit, oulala, c'est bizarre cette histoire, et en fait, on se rend compte qu'il y a un biais. Évidemment, le problème, c'est quand il y a des biais cachés et qu'on ne va pas s'en rendre compte du tout, et que du coup, quand on va essayer d'utiliser cet algorithme dans un autre contexte, eh bien, il ne va pas se généraliser, c'est-à-dire qu'il ne va pas être capable d'avoir les mêmes performances dans une nouvelle population. Alors ça, c'est vrai dans le monde de la santé, c'est vrai, vous voyez cette éditoriale de Nature, c'est vrai dans plein de domaines, et il y a eu des grands scandales sur le fait que l'IA pouvait être sexiste ou raciste parce qu'il avait été entraîné, par exemple, pour évoquer que s'il y avait le mot docteur, c'était plutôt un homme, ou si un prisonnier avait tendance à récidiver, c'était plutôt un noir, etc. Alors, il y a des manières de contrôler ce sur quoi les réseaux de neurones s'entraînent, ou en tout cas, quels sont les items dans les images qui permettent à ces réseaux de neurones d'être performants. Alors, il y a pas plein de stratégies, mais quelques stratégies. Alors, on peut montrer les images intermédiaires, comme ici, je vous montre, c'est-à-dire les images transformées par le réseau de neurones à chaque étape. Là, je vous montre que 3 étapes de convolution. Le souci, c'est que, évidemment, ça ne nous aide pas beaucoup parce que ce n'est pas parce qu'on voit ces images qu'on arrive à comprendre quels sont les éléments dans l'image qui l'apprennent. Mais il y a des choses un petit peu plus faciles à interpréter, comme les cartes d'activation ou les cartes d'occlusion, où on code en couleur les éléments de l'image qui sont importants pour que l'algorithme fasse son diagnostic. Et de cette manière, c'est beaucoup plus visuel pour se rendre compte quel est l'élément de l'image qui a permis à l'algorithme de classifier. D'accord. Et c'est typiquement comme ça qu'on s'est rendu compte, par exemple, des fils de sternotomie pour lequel l'algorithme avait tendance à donner le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Le souci, c'est quand les erreurs sont beaucoup plus... que de temps en temps, les erreurs, nous, on n'arrive pas à les visualiser, comme je vous disais tout à l'heure. Et je vais vous montrer quelque chose qui amuse énormément les informaticiens, que sont le image hacking. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous trouverez aussi sur Internet partout. Voyez ici, il y a une image d'un chat, hein, de toute évidence, et notre algorithme détecte à 87% qu'il s'agit d'un chat. Alors, on est content de voir qu'à 0%, il pense que c'est une machine à laver, hein, enfin un lave-vaisselle, donc ça nous rassure. Mais vous changez quelque chose dans l'image, quelque chose qui est absolument invisible à l'œil humain. Vous voyez, à droite, il y a l'image qui a été hackée, et l'algorithme répond grille-pain. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que un tout petit changement dans l'image, y compris un changement qui est infraradiologique, ici en l'occurrence, l'histoire du grille-pain, c'est 3 petits pixels ou 4 petits pixels qui se retrouvent dans l'image, encore une fois, à une échelle qu'on n'est pas capable de voir à l'œil. Hein. Mais un tout petit changement dans l'image peut complètement planter l'algorithme. D'accord. Et ça, typiquement, ça pourrait être simplement un upgrade sur une de nos machines de scanner qui change un petit quelque chose sur la manière dont les pixels sont traités, et on pourrait imaginer que l'algorithme partirait complètement dans le mur.
J'espère que vous avez entendu la princesse Leia parce qu'elle se sent très mal, et ben nous aussi. Ça, c'est vraiment le cauchemar du radiologue. Le cauchemar du radiologue, c'est d'avoir des images comme ça, avec un petit nodule en verre dépoli dans ce poumon, et qu'un algorithme qui aurait été entraîné sur un scanner qu'il connaît dirait malin à 87%, mais si c'était un scanner qu'il ne connaît pas, nous dirait bénin à 98%. Et comment est-ce que nous, humains, on serait capable de détecter qu'il se trompe ou qu'il a été biaisé ou qu'il a utilisé des données biaisées, eh ben, on en est incapable. Et c'est ça qui nous inquiète et qui limite encore l'utilisation de ces algorithmes dans la routine clinique. Donc, comment est-ce qu'on va valider tous ces algorithmes? Eh ben, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas très bien. Quand est-ce qu'on va dire qu'un algorithme est correct? Déjà, on commence à émettre des principes sur la manière de rapporter les études dans ce domaine. Et ici, il y a le guide de notre journal principal, hein, qui est Radiology, qui explique toutes les choses qui doivent être présentes dans un papier pour déjà dire que c'est un papier crédible. Mais toutes les questions restent. Combien de sets de données vont être nécessaires pour considérer qu'un modèle, ça y est, il est généralisé, on peut l'utiliser chez tout le monde, on peut l'utiliser en Inde, en France, aux États-Unis. Quand est-ce qu'on va décider qu'il est valide quand il est appliqué dans d'autres populations, ou inversement, comment comparer deux populations pour dire qu'elles se ressemblent et donc on peut utiliser l'algorithme? Qu'est-ce qui va se passer quand notre technique d'acquisition évoluera? Tout ça, c'est encore en discussion. Donc, la FDA, la réglementation européenne, etc., sont en train de se poser ces questions-là, de proposer des choses, mais pour l'instant, rien n'est très stabilisé. Il faut savoir que la quasi-totalité des études sont réalisées sur des données rétrospectives. Et comme on disait, c'est toujours délicat de se demander si nos données d'il y a 5 ou 10 ans sont vraiment pertinentes pour le soin qu'on donne aujourd'hui. Et puis, donc, il y a quelques études prospectives seulement. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'études qui ont montré un bénéfice en termes de devenir, sauf un logiciel qui, du coup, est remboursé aux États-Unis. C'est le premier logiciel de diagnostic sur les images qui est remboursé. Et c'est VisAI, ça s'est passé en septembre 2020, qui détecte des thrombus dans l'artère cérébrale. Et en fait, ce qui est validé, c'est le fait qu'il envoie automatiquement l'information au NRiste. D'accord ? Ce n'est pas sa performance absolue. Le NRiste regarde l'examen et il peut d'emblée se préparer à recevoir le patient. Et en fait, le bénéfice, c'est simplement ce gain de temps en termes de transmission de l'information. Ce n'est même pas la performance du logiciel lui-même. Et donc, aux États-Unis, chaque fois qu'un hôpital l'utilisera, il sera remboursé 1 000 $. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable du tout. Alors, pour terminer, je vais parler d'autre chose que juste de la détection dans l'image, parce que finalement, en fait, c'est le sujet dont tout le monde parle, mais pour moi, ce n'est pas là où on va avoir l'énorme gain dans les quelques années à venir. On va certainement avoir un gain à moyen terme, mais à très court terme, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on va avoir un gain. Pourquoi est-ce que je pense que ce n'est pas aussi simple que ça? Parce que les gens comme Jeffrey Hinton, etc., ils pensent que notre job, c'est ça, c'est où est Charlie, donc trouver Charlie dans l'image. Ça, c'est sûr qu'un ordinateur fera mieux que nous. Le problème, c'est évidemment la contextualisation, donc ce qu'on appelle l'interprétation ou la cognition. C'est ce que je vous disais sur le Wookiee, c'est d'être capable d'extrapoler à partir de quelque chose. Et donc, typiquement, ce genre d'image qu'on présente, alors celle-là, elle est un peu compliquée, mais qu'on présente aux enfants quand ils sont tout petits, on leur dit qu'est-ce qui n'est pas normal dans cette image. Et vous allez voir, par exemple, que le vent souffle les arbres dans un sens, mais les nuages dans l'autre, que l'ombre de la barrière n'est pas droite, etc., etc. Et tout ça, ce sont des choses que le cerveau humain, en contextualisant, est capable de détecter, donc c'est des absurdités, et bien que le logiciel n'est pas capable de détecter du tout. Il est capable de trouver Charlie, point. Il ne faut pas que Charlie ait changé ni de tête, ni de forme, ni quoi que ce soit. D'accord ? Et du coup, pour l'instant, on est encore un peu déçu par ces performances. Les performances théoriques sont énormes, et finalement, les performances en pratique, elles sont un peu plus limitées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces logiciels d'IA et qu'est-ce qui va arriver là ou qui est en train d'arriver là?
Finalement, quand on reprend la demande d'un examen d'imagerie, enfin, ou l'histoire d'un examen d'imagerie entre la demande entre vous et nous jusqu'à la décision clinique qui va en découler, ben, il y a plein d'étapes sur lesquelles l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider. Je vous donne que quelques exemples. Les choses les plus importantes. D'abord, l'amélioration de la qualité d'image. En fait, on va entraîner les algorithmes à reconstruire les images, à reconstruire des images de haute qualité à partir d'images de basse qualité. Et ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de réduire des artefacts, par exemple métalliques ou de mouvement. Ça va nous permettre de réduire le bruit dans l'image, vous savez, le granité qu'on a dans l'image. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on peut qu'on peut maintenant acquérir des images de moins bonne qualité. Donc on peut acquérir plus vite en IRM, on peut acquérir avec moins de rayons X en scanner, on peut acquérir avec moins d'agents de contraste, que ce soit en scanner ou en IRM. Alors, pourquoi est-ce que c'est facile de faire ça? Ben parce que des images de bonne qualité, on en a, pour le coup, des millions, des milliards même, d'accord, dans nos machines, dans nos packs. Donc, qu'est-ce que font les gens qui travaillent sur ces algorithmes? Eh ben, ils prennent ces images de très bonne qualité, ils les dégradent, et après, ils leur disent, ben, retrouve-moi l'image de bonne qualité. Et l'algorithme, il apprend à faire ça. Et pour le coup, on n'a pas de problème de données. On n'a pas de problème de données, on n'a pas de problème d'annotation, etc. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, voici quelques exemples. À gauche, vous avez un scanner cardiaque. En haut, sans reconstruction basée sur des réseaux de neurones. En bas, avec des reconstructions basées. Vous voyez qu'on a perdu ce granité et ça permet de bien mieux définir la coronaire, par exemple. À droite, vous avez une IRM cérébrale avec un zoom en bas. À gauche, l'image native. À droite, l'image reconstruite avec un réseau de neurones. Vous voyez, on perd ce petit granité. Ici, alors ça commence à être un petit peu vieux, mais ça, c'est juste pour vous montrer que c'est un data challenge, justement, où des patients avaient eu un scanner avec la dose de rayons X habituelle et puis un deuxième scanner avec un quart de la dose, et on leur demandait de reconstruire l'image de bonne qualité à partir de la mauvaise. Alors, vous voyez à droite, l'image reconstruite, on fait beaucoup mieux maintenant, elle est un petit peu floue, mais c'est vraiment ça le principe. Et donc, on imagine maintenant des scanners à un quart de la dose, un huitième de la dose, voire beaucoup moins. Et puis ici, pour donner l'exemple des agents de contraste, c'est une étude où il y avait une IRM cérébrale qui était réalisée d'abord avec 10% de la dose, puis on injectait 90% de la dose, donc quasiment une dose normale. Et on disait à l'algorithme de reconstruire l'examen comme à gauche où vous voyez la lésion cérébelleuse. Eh bien, on lui demandait de la retrouver à partir de celle où il n'y avait que 10% de la dose, où vraiment à l'œil, on a l'impression qu'il n'y a même pas de produit de contraste. Et pourtant, lui, il arrive à retrouver cette information parce qu'à droite, vous avez l'image synthétique et vous voyez tout à fait la petite image là, avec la flèche jaune de la lésion cérébelleuse. Encore mieux, on peut créer des images. Donc, à partir d'une IRM cérébrale, par exemple, en haut ou en bas, une IRM pelvienne, eh bien, on arrive à recréer synthétiquement une image de scanner en pondération osseuse, enfin en reconstruction osseuse, ce qui éviterait de faire 2 examens, par exemple. Donc, on imagine en bas dans le cancer de prostate ou dans des localisations comme l'ORL, où on a besoin à la fois de bien voir la mâchoire avec l'os et de voir le pharynx ou je ne sais quoi, eh bien, on ferait qu'un seul examen et on arriverait à reconstruire l'équivalent d'un scanner avec reconstruction osseuse. Alors, en pratique, pour être honnête, ce principe existe déjà depuis pas mal d'années, mais c'était très long à reconstruire par les techniques de machine learning conventionnelles, une vingtaine de minutes par image, donc vous imaginez. Alors qu'avec le deep learning, là, dans cette étude, on était descendu à 30 secondes par image et ça va même plus vite maintenant. Et puis, on peut nous aider aussi dans notre interprétation, à la fois en termes de temps et en termes de qualité. D'abord, ces logiciels peuvent présenter de manière intelligente les images, c'est-à-dire optimiser l'ordre de lecture du radiologue. Il peut aussi préparer les images en standardisant la qualité, par exemple, du post-traitement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je vais vous donner 2 exemples. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille avec une équipe de mathématiciens de mon université. C'est ce qu'on appelle le Content-Based Image Retrieval, donc
la détection d'images similaires, pardon. Donc, c'est quoi le principe de ça? C'est que dans nos PACS, on a plein d'examens avec des diagnostics. Et il y a un nouveau patient qui se présente et il y a cette image de scanner. Alors, moi, il y a des choses avec lesquelles je suis plus ou moins à l'aise. Par exemple, la neuroradio, ce n'est pas mon truc. Donc, imaginons une IRM cérébrale et je ne connais pas le diagnostic. Eh bien, je demande à mon algorithme d'aller me montrer toutes les images qui ressemblent. C'est un peu le Google Images de la radiologie. Et à moi de trouver le patient qui ressemble le plus au mien et ça m'aidera à trouver un diagnostic. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les performances excellentes d'un CAD qui fonctionnerait presque tout seul, parce que c'est pas grave s'il me montre 10 images et qu'il n'y en a que 3 de pertinentes, parce que moi, d'un clin d'œil, très rapidement, j'arriverai à voir lesquelles le sont. Donc on peut se permettre d'avoir des performances un tout petit peu moins bonnes et pourtant rester tout à fait utile. Et puis, il y a ce qu'on appelle la segmentation. La segmentation, c'est ce qui se passe dans une image vidéo dans la voiture autonome, par exemple. Je vous avais montré quelque chose comme ça tout à l'heure. Eh bien, la voiture autonome, avant d'analyser les éléments de l'image, elle la segmente. Donc, on délimite l'homme, la route, les arbres, etc., les panneaux. Eh bien, on peut utiliser ça en imagerie médicale. Alors, à gauche, je vous montre quelque chose qui intéresse beaucoup les radiothérapeutes, qui est la segmentation automatique des organes. Là aussi, c'était un challenge en 2017. Et ce sont des réseaux de neurones qui ont gagné le challenge et qui sont capables de délimiter tous ces organes dans un scanner thoracique, par exemple. Nous, dans mon université, on travaille avec une de mes étudiantes sur la quantification de la sarcopénie, donc les muscles de la paroi abdominale. Et grâce à un réseau de neurones, un algorithme qu'ils ont développé, on arrive à segmenter automatiquement avec, donc là, dans notre dernière étude, on avait 250 patients et c'est fait en 10 secondes, quoi. Donc, voilà. Donc l'idée derrière ça, c'est d'utiliser ces outils pour faire ce qu'on pourrait appeler de la médecine ou de la radiologie holistique. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, quand on fait nos examens d'imagerie, et c'est particulièrement vrai pour nos scanners de cancérologie, de suivi de patients, etc., eh bien, on a tendance à rester concentré sur la maladie, évidemment, parce que c'est notre job, mais il peut y avoir plein d'autres choses, plein d'autres informations dans ces images. On appelle ça le free insight, qui permettrait de découvrir des pathologies associées, des découvertes fortuites, un autre cancer par exemple, des signes de comorbidité, etc. Donc l'idée, c'est que ces outils nous aident à évaluer de manière globale l'état de santé du patient. Et donc, quand on verrait un patient en cancéro pour un scanner, eh ben, non seulement on évaluerait sa maladie et son traitement, on détecterait les complications et on préviendrait éventuellement des effets à long terme. Donc voici ce à quoi, comment j'imagine en fait ces outils, et encore une fois, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ces outils, eh bien, en plus de ma lecture, je vais avoir un certain nombre d'algorithmes qui vont détecter des choses, la sarcopénie, les calcifications coronaires, la fibrose pulmonaire, l'ostéoporose, tout ce que vous voulez, enfin pas tout ce que vous voulez, mais un certain nombre de choses qui, du coup, vont apparaître automatiquement sur mon compte-rendu et moi, je vais me concentrer sur la tumeur, etc. D'accord? Donc vraiment, pour moi, ce sont ces outils à la fois la reconstruction de l'image en qualité et ces outils de segmentation et de quantification dans un certain nombre de problématiques très précises qui vont m'aider à faire mon travail de radiologue. Et donc, je vais conclure avec ça. C'est pour ça que le sous-titre de ma présentation, c'était la radiologie augmentée, parce qu'on va continuer à être radiologue. Comme vous continuez à, alors évidemment, en ce moment, ce n'est pas tout à fait le cas, mais à retrouver vos copains, etc. Avant l'ère du smartphone, on le faisait. Depuis le smartphone, on le fait. Mais on le fait juste un petit peu différemment. Et ben, mon métier de radiologue, je pense que ce sera pareil. Ce sera un métier qui profitera de tous ces outils, mais bien sûr, en tout cas, j'espère, ne sera pas remplacé. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu il y a plusieurs, enfin là, je vois qu'Emmanuel est au téléphone. Il y a plusieurs questions là, qui sont arrivées. Vous avez accès là sur J'y arrivais pas, mais ça y est, c'est bon. Voilà. Alors. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Donc,
Alors, et je commence par la première, hein. Une question pour la fin. Pour avoir entraîné un réseau sur 130 000 images de la peau, cela nécessite-t-il que 130 000 images de peau soient manuellement catégorisées? La réponse est oui. C'est le principe de ces modèles supervisés. Ça veut dire qu'on doit attribuer une catégorie ou une annotation ou une étiquette. Vous pouvez utiliser ou une classe. Tous ces mots-là, vous pouvez les utiliser. Mais en tout cas, il faut lui indiquer ce qu'il est censé trouver. Et en fait, lui, il va apprendre à trouver ce que vous lui avez dit de trouver. D'accord? Donc, ça me permet de faire un aparté qui est qu'un algorithme ne trouve que ce qu'on lui demande, que ce qu'on lui a appris à trouver. Et donc, on a tendance à dire un algorithme, une question, ou une question, un algorithme. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut leur demander de répondre à plusieurs questions, par exemple sur la radiographie thoracique, mais ce nombre de questions sera limité. Et donc, si ça n'est pas prévu, et si on lui a jamais dit qu'il fallait rechercher autre chose, il ne recherchera pas autre chose. Mhm. Mhm. Merci Laure, excuse-moi, j'étais au téléphone, c'était vraiment très très intéressant. Y a pas mal de questions que tu peux voir. Je vois une réflexion assez amusante de Rémi Salmon qui dit qu'il persiste un problème aigu de langage entre les cliniciens et les informaticiens. Ça, c'est vrai, hein, je crois que Oui, qu'on a ouais. un peu de mal là-dessus. Ouais, alors c'est vraiment quelque chose qu'on peut appeler l'acculturation. Et si vous vous lancez là-dedans, voilà, il faut passer du temps avec eux. Comme eux doivent passer du temps avec nous. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que, justement, je pense que Jeffrey Hinton l'a très bien montré, hein, il ne l'a pas fait exprès, mais il l'a très bien montré, qu'un informaticien qui développe quelque chose tout seul, il dit des bêtises, quoi, parce qu'il ne comprend pas la question. Donc voilà, eux, il faut qu'ils se rapprochent de nous, mais inversement, nous, il faut bien qu'on se mette à comprendre leur terminologie pour leur indiquer ce dont on a besoin et aussi pour comprendre suffisamment pour avoir un esprit critique et se rendre compte des gags qui vont pouvoir se produire, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre expertise à nous, hein. Et c'est ça qui est super sympa d'ailleurs. Moi, je trouve ça génial parce que je ne pense pas qu'on puisse faire de l'intelligence artificielle tout seul, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut au minimum ces deux catégories de personnes, voire plein d'autres catégories parce que en image, en plus, je trouve que les gens qui travaillent sur le traitement d'image depuis des années ont beaucoup de choses à apporter, quoi. Justement, y a une question aussi de Rémi Salmon qui demande comment concilier les liens d'intérêt avec les grandes compagnies des fabricants d'appareils et l'intelligence artificielle. Alors, c'est une question délicate. Je ne suis pas complètement sûre de la comprendre, à vrai dire. Parce que, non, à vrai dire, je ne suis pas complètement... je sais pas, t'as compris, Emmanuel, dans quel sens il veut dire ça? Eh bien, il se demande si on est, je pense, il se demande si on est vraiment, si notre réflexion est vraiment indépendante ou n'est pas un petit peu soumise au conditionnement de près ou de loin des firmes qui fabriquent les logiciels, j'imagine, d'intelligence artificielle. Si Rémi est encore là, peut-être qu'il peut nous donner un éclairage si c'est différent. Est-ce qu'on est vraiment complètement naïf et indépendant dans notre façon de se poser les questions? En attendant éventuellement Alors, c'est vrai que nous, en imagerie, on est... mais comme vous, hein, je pense, on travaille depuis très très longtemps avec les industriels, de fait, puisque c'est eux qui fabriquent les machines, hein. Nos machines, je veux dire, aujourd'hui, personne ne peut fabriquer son scanner tout seul. Donc, on travaille avec eux. Je pense qu'on a besoin les uns des autres, hein. Et nous, on a un vrai job en tant que médecin qui est le contrôle de la qualité de ces outils. Alors, c'est vrai qu'on nous vend des choses, hein. Clairement, on nous vend des choses comme quoi ça marche extrêmement bien, mais encore une fois, c'est notre travail d'essayer de se faire une idée de la vraie valeur ajoutée de ces outils, quoi. Et je pense moi, il me semble qu'en oncologie, quand on teste des médicaments, on travaille avec des industriels, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'ils disent naïvement, quoi, hein. Je pense que c'est pas si différent. Alors, on a une question un peu plus précise
d'Annie Carrel-Bellan qui demande si on peut revenir sur le fonctionnement des réseaux de neurones. Oui, bien sûr. On peut, mais plus précisément, est-ce qu'il y a sur quel aspect de leur fonctionnement? Je ne sais pas si Annick veut. Ouais, je pense qu'Annick doit être connectée. Ouais, je pense qu'elle essaie de parler, mais son micro est en muet. Je ne peux pas rouvrir le micro. C'est Rémi Salmon qui a dit ça aussi. J'arrive pas à lui remettre non plus. Alors, ok. Demandez la réactivation. Ça y est, normalement, vous pouvez, Annick. Ouais. C'est bon? Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, super. Non, j'ai pas très bien compris. Enfin, donc on a une série de petits processeurs qui vont effectuer des fonctions, mais parce que je comprends très bien que c'est oui/non pour une image, par exemple, ça c'est oui, ça c'est non, ok, bon, ça je comprends très bien. Mais quelles sont les différentes fonctions que mathématiques? Je ne comprends pas. Voilà. Ouais, alors, franchement, elles sont extrêmement diverses, hein, donc je les reverrai pas toutes, et puis il y en a certaines que je ne comprends pas non plus, hein. Mais alors, la fonction la plus simple, c'est ce qu'on appelle la fonction seuil, déjà, qui est que si la valeur qui rentre est inférieure à un seuil, eh ben, c'est 0. Et si elle est supérieure au seuil, c'est 1. Donc, en gros, on laisse passer l'information ou pas. Ça, c'est comme un interrupteur qu'on allume ou pas. Bon, en pratique, c'est pas beaucoup utilisé tel quel, mais c'est juste pour conceptualiser. Après, ce que nous, on utilise beaucoup en imagerie, c'est ce qu'on appelle la convolution. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais alors, ça peut être une combinaison de pixels entre eux, c'est-à-dire que si on a 256 sur 256, on peut en faire des carrés de pixels, de 9 sur 9 devient un seul pixel ou quelque chose comme ça. Ou alors pour donner une image qui est tirée de ce qu'on connaît, vous savez qu'une image, comme on les voit là, c'est finalement la combinaison du rouge, du vert et du bleu. Voyez, donc on pourrait séparer le rouge, le vert du bleu, par exemple. Ok, donc c'est juste pour donner une image. Évidemment, c'est des fonctions mathématiques qui sont parfois plus complexes que ça, mais pas forcément. En fait, c'est plutôt le fait qu'elles sont combinées entre elles qui les rend complexes. Mais ça pourrait être une intégrale, ça pourrait être, enfin, vous voyez, en gros, c'est ça. Mais c'est le fait qu'il y en ait plein à la suite qui sont toutes mélangées ensemble qui fait que ça devient extrêmement complexe. D'accord. Et ça augmente le degré de précision finalement, puisque si tout converge vers cette interprétation, c'est ça l'idée, quoi. Oui, non. Et puis alors, en fait, comme les combinaisons sont infinies, ce qu'il faut comprendre avec ces réseaux de neurones, c'est qu'ils sont capables de classer n'importe quoi. Parce que les combinaisons sont, je dis infinies, pas infinies, mais elles sont de l'ordre des millions ou des milliards quoi, de combinaisons possibles. Donc, on trouvera toujours une combinaison qui marche sur un set de données. La question, c'est, et ça c'est ce qu'on appelle le surapprentissage, c'est qu'il va apprendre ce set de données tellement parfaitement qu'il sera capable de prédire chaque patient individuellement. Sauf que quand on lui en présentera un qui sera un tout petit peu différent, et ben, il se plantera, quoi. Donc il faut trouver le bon niveau. Il ne faut pas les laisser justement apprendre tellement bien un set qu'ils ne s'en sortent plus d'un deuxième, quoi. Vous voyez? Oui, je comprends. Ok, merci beaucoup, ça m'a éclairé. Je me remets en muet, On m'a proposé de prendre la parole. Oui, tout à fait. Donc, c'est une histoire ancienne, puisque c'est le prix Nobel de 1972 de Gerald Feynman, qui était la théorie de la signalisation réentrante, c'est-à-dire que votre cerveau ne peut refonctionner qu'à partir du moment où il a reçu une fois l'information. Et j'ai bien aimé votre petit schéma avec les boules successives qui vous permettent d'avoir des millions de combinaisons. Ce qui me paraît très important en tant que clinicien, c'est l'importance d'être capable de poser une question clairement. Et pour avoir fait un peu de transfert autrefois, c'est vraiment un problème de communication. Si vous ne maîtrisez pas votre question, les informaticiens, puisque c'est des informaticiens ou mathématiciens, ne vont pas comprendre de quoi vous parlez. Et votre question est parfois un peu triviale. Parce que finalement, j'allais dire, un chirurgien, il demande cancer, pas cancer. Et quand vous avez des millions d'informations, est-ce que c'est parfois pertinent? C'est des outils qu'il faut vraiment apprendre à utiliser
Et d'où était ma deuxième question, c'est les industriels, ils vont nous proposer répondre à des milliers de questions. Et c'est un peu comme quand vous demandez une numération en formule sanguine et que le labo vous dit ça ne coûte pas plus cher, je vais vous donner la formule, l'URI, glycémie, protéines, lipides, etc., etc. Donc c'est un petit peu, il faut réussir à garder le contrôle là-dessus. Oui, tout à fait. Alors d'abord sur la communication, c'est ce que je disais, hein, il faut apprendre le vocabulaire l'un de l'autre. Hein, et c'est vrai il faut que la question soit claire dans notre tête, mais qu'on soit capable de la formuler de manière à ce qu'un informaticien la traduise en un problème informatique. Mais ça, on le sait, hein, c'est ce qu'on fait avec les statisticiens quand on fait des projets de recherche et qu'on pose d'autres hypothèses, etc. C'est un peu la même chose. Il faut qu'on acquiert cette culture et ce vocabulaire. Après, c'est vrai que, alors, j'y avais pas pensé qu'on allait nous vendre des outils inutiles. Alors, enfin, j'y avais pas pensé. En même temps, j'y ai pensé parce que nous, on se fait solliciter en permanence. Hein, nous, les radiologues, on propose des logiciels hein, à nous dire, regardez, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. C'est vrai que parfois on dit bah oui mais ça correspond pas ni à ma manière de travailler ni aux questions que je me pose quoi, hein, clairement et c'est là où de leur côté s'ils veulent avoir quelque chose qui réussit ils ont besoin de venir vers les médecins pour avoir les bonnes questions hein, ça c'est sûr Bon, on a aussi des propositions. On te demande si ton dataset est utilisable et accessible pour d'éventuels tests d'architecture avancée. Alors, je ne sais pas duquel vous parlez parce que moi, j'en ai... Il y en a beaucoup. Non, bah, enfin, après, chacun constitue son dataset. Hein. C'est vrai que, bah, oui, le problème des données, c'est ça. Hein. C'est qui a accès, c'est quand même pas facile de partager aujourd'hui les données. Et j'ai envie de dire, c'est pas majoritairement à cause des médecins. Hein. C'est beaucoup un problème réglementaire. Hein. Il faut être simple. Mais bon, on peut... Ah oui, vous parlez de Dream Francia probablement. Hein. Donc, Dream Francia n'existe pas en pratique. Il y a plusieurs études qui ont pour objectif de constituer des données. Donc, elles ont commencé. Hein. On fait partie d'une grande étude européenne et il va y avoir un dataset français. Dans les datasets qui existent aujourd'hui, il y a des datasets de patients Covid. Hein. Ça a été un des cas où on a réussi à faire des datasets d'open data, on va dire, relativement facilement. Mais bon, vous connaissez tous le contexte de cette crise qui a fait que la réglementation a été un peu souple, on va dire, mais c'est très ponctuel. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile d'avoir ces datasets. Hein. C'est vraiment difficile et honnêtement, j'ai pas de solution très facile pour l'instant, à part d'essayer de collaborer ensemble. Et tes données, tu les entreposes où ? Alors moi j'ai la chance de travailler avec des informaticiens d'avoir des collaborations assez rapprochées. Donc moi j'ai un espace serveur qui est dédié à mes études dans mon hôpital. Donc, chaque fois que je fais une étude, maintenant, je mets mes données sur ce serveur, ce qui fait qu'il y a un backup, etc. Donc, tout est propre. Et puis, c'est hébergé à un endroit sécurisé. Donc, finalement, ça m'enlève la difficulté de devoir gérer moi-même, de m'inquiéter de la sécurité ou de l'accès. Voilà. Donc, et puis, c'est vrai que j'ai quelques travaux de collaboration où on partage des données, mais honnêtement, c'est galère. Hein, c'est galère. J'ai travaillé avec l'IGR, on a mis 1 an et demi à faire le contrat ensemble. Enfin bon, je veux dire, ça, c'est des choses que vous connaissez aussi bien que moi. Hein. Donc, Et tes données sont anonymisées ? Elles sont pseudonymisées. Celles qui sont chez moi, elles sont pseudonymisées. C'est-à-dire que j'ai une table de correspondance qui me permet de retrouver les patients. Okay. Ouais. Parce que quand tu les partages, c'est très compliqué, ça. Là, c'est ça. C'est pourquoi il faut faire des contrats, il faut que nos DPO, donc nos officiers de protection des données, soient impliqués dedans et s'assurent du circuit des données. C'est ce qui fait qu'on galère un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que là, je suis en train d'essayer de mettre au point, si ça intéresse quelqu'un, une procédure pour l'anonymisation complète pour le coup de données, c'est-à-dire des données qui sont issues d'un premier travail
et donc qu'on va ensuite secondairement totalement anonymiser, détruire la table de correspondance et pouvoir du coup partager un petit peu plus facilement. Là, je suis en train d'écrire la procédure avec mon officier de protection des données et mon comité d'éthique. Et une fois que ce sera validé, ça nous fera déjà un premier essai pour faire ce genre de choses. Après, on ne les partagera pas complètement parce que en fait, les patients n'auront pas été prévenus en amont, quoi. Oui, c'est ça. C'est la question que j'allais te poser par la suite. C'est comment tu avertis tes patients que les données peuvent être utilisées pour des études diverses et variées. Alors chez nous, c'est assez bien organisé parce que comme on a l'entrepôt de données à l'HEGP, en fait, l'HEGP a été le premier hôpital public à être entièrement numérique. Et donc, il y a un entrepôt de données qui existe depuis l'ouverture, c'est-à-dire depuis 2000. Donc, on a la chance d'être un petit peu en avance. Et du coup, il y a quand même pas loin de 10 ans, on a instauré un mode d'information systématique des patients. Donc, les patients, partout, sur leur compte-rendu, sur l'affichage, etc., voient que leurs données peuvent être réutilisées, ils peuvent s'y opposer. Donc, ça, c'est la première chose. En plus de ça, grâce à d'ailleurs une anapathe que tu connais peut-être, qui est Cécile Badoil, on a mis en place un consentement systématique pour tous les patients en oncologie. Et donc, ils consentent, et ça a été validé par le CPP, à la réutilisation de leurs données, y compris leurs échantillons. Chose que je pense qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui dans la nouvelle avec le RGPD. Mais comme c'est passé dans un CPP il y a quand même pas mal d'années, du coup, on a ce consentement du coup, actif du patient pour tous les patients cancéraux. Ce qu'il y a, c'est que le CPP et le comité d'éthique ont tendance à considérer que c'est suffisant pour la réutilisation interne des données par les soignants eux-mêmes. C'est pas aussi simple, on va dire, s'il y avait une utilisation extérieure des données. D'accord. Et comment tu gères par rapport notamment à des industriels? Parce que j'imagine que tu es contacté aussi par l'industrie pour avoir accès à ces données. Et comment vous gérez ça? Parce que c'est un problème assez fréquent finalement. Ouais. Alors, il y a la politique de l'assistance publique. La politique de l'assistance publique, c'est qu'on peut faire des contrats avec les industriels, mais que tout le traitement des données doivent se passer sur des serveurs à l'intérieur même de l'assistance publique. Donc, aucune donnée ne sort. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un accès à ces données. Évidemment, il y a un contrat avec le partage de la propriété intellectuelle, éventuellement des résultats de la recherche. Mais c'est comme ça que l'assistance publique souhaite travailler. C'est vrai qu'il y a un côté où on garde la maîtrise et du coup, on n'extériorise pas du tout de données. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tu as une question. Est-ce que le machine learning et le deep learning utiliseront un jour le DMP? C'est le but, c'est un peu le but du Health Data Hub en fait. Dans le Health Data Hub, théoriquement, va aller toute l'information du DMP, quoi. Donc, l'objectif pour eux, je ne sais pas si vous le savez, mais l'objectif pour eux, c'est que toutes les données sous forme numérique des patients, que ce soit dans un cabinet en ville ou dans les hôpitaux ou le PMSI ou la Sécu, enfin tout ce que vous voulez, atterrissent dans le Health Data Hub. Voilà. Donc, le DMP en fera partie. C'est une bêtise. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc, il répond, cool, mais peu de gens remplissent ce DMP. Eh ben oui, c'est ça le problème. Et c'est là où je disais, il y a souvent un décalage entre ce qu'on imagine qu'on a et ce qu'on a vraiment, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et les gens du Health Data Hub sont tombés dans le piège, comme on l'a tous fait avant de commencer notre première étude, où on s'est dit, pas de problème, j'ai plein de patients, plein de données, et après on met le nez dedans et on se dit, aïe, 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 quoi. Ils ont fait la même chose. Bon, écoute, c'était super en tout cas. Je crois qu'on a fait à peu près toutes les questions. Je crois qu'il y a Annie qui fait signe. Attends, mais je vois pas moi ça. Toujours pas, je sais pas. Réactivation du micro.
Est-ce que ça marche? Merci beaucoup. Voilà. J'avais une deuxième question sur le fait que le cerveau humain peut détecter des incohérences et pas la machine. Mais on peut quand même apprendre à la machine à détecter les incohérences. Par exemple, on peut lui donner, je ne sais pas, 1 million d'images avec le sens du vent toujours comme ça, puis si on lui en donne une avec tout à coup un qui va comme ça, un qui va comme ça, elle va dire problème, non? Non, vous avez tout à fait raison, sauf que le problème, c'est qu'il faut lui apprendre chacune des incohérences, chacune individuellement. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait finalement en tant qu'être humain. Oui, c'est ce qu'on a. Oui, mais nous, c'est la cognition, justement. On est capable d'extrapoler cette incohérence. Vous voyez? Alors, avant, j'aime bien cette image parce qu'elle est un peu compliquée, mais avant, je montrais une image qui était vraiment faite pour les enfants de 3 ans, où il y a je crois qu'il y a un fermier qui a une brosse à dents qui est plus grand que lui, il y a un canard qui regarde la télé sur le toit de la ferme, etc. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir montré un canard et une télé à un enfant pour qu'il sache que c'est anormal, quoi. Il est capable d'extrapoler qu'un animal ne regarde pas. Alors qu'un algorithme, il faudrait lui apprendre que le canard ne regarde pas, le cheval ne regarde pas, le mouton ne regarde pas, etc. Quoi. Vous voyez? Je comprends. Voilà. Donc, c'est infini, en fait. C'est tellement infini et c'est pour ça aussi que je disais la diversité de présentation des maladies, la diversité de la normalité, toutes les variantes anatomiques, etc. Tout ça, avant que les algorithmes aient totalement appris, on a un peu de marge quand même. Merci beaucoup, c'était super, vraiment génial. C'est gentil. Super, très intéressant. Et alors moi, j'ai une personne qui demande d'obtenir l'enregistrement. Donc moi, je l'ai fait, mais par rapport à vos cours, est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que je le donne à toutes les personnes qui se sont inscrites mais qui n'étaient pas là? Si vous êtes d'accord, moi, ce que je propose, c'est que vous le mettiez à disposition en ligne pendant un temps limité, parce que comme je vous disais, moi, c'est un cours que je fais dans d'autres cadres. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant pour moi qu'il soit ad vitam aeternam disponible et téléchargeable, mais si les gens, enfin moi, ça ne me gêne pas qu'ils restent en ligne pendant, je ne sais pas, 2 mois ou... 2 mois, d'accord. Allez, péremption pour 2 mois. C'est comme Mission Impossible. Ouais. Ouais, c'était super, merci. Merci beaucoup, Laure. C'était très chouette. Très grand merci. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée. Et le prochain, on peut annoncer le prochain Alors, ce sera dans 1 mois, mais la date n'est pas encore complètement fixée. J'attends, mais on a déjà les 5 prochaines qui sont jusque septembre. On en aura à peu près un tous les mois. Des webinaires mensuels. Bonne soirée à tous, au revoir. Merci beaucoup.